Bonjour les 5e D, on va corriger dans cette vidéo les fiches qui nous restent. Alors c'est les fiches 5, 6, 7, 8 et 9. Comme ça on sera au clair avec tout ça je crois qu'on a fini de noter les cours, je vous les ai mis sur rose. Il nous restait simplement cette correction à faire. Donc je vais essayer de faire tout ça en vidéo pour qu'on ne perde pas de temps dès mardi, enfin dès mercredi plutôt. Donc, bien c'est parti. Alors, je vais reprendre la fiche 5. Je crois qu'on l'avait corrigé, mais je vais reprendre. Je vais vous lire le texte rapidement. Donc, Éginard vit de Charlemagne 9e siècle. Éginard, c'est le biographe de Charlemagne. Il écrit la vie de Charlemagne un peu de temps après sa mort. Et évidemment, comme tous les biographes, c'est-à-dire ceux qui écrivent la vie des personnages puissants, eh bien, il en rajoute. Il décrit Charlemagne comme une espèce de héros, de super-héros, et jamais il n'en dit du mal. Donc, allons-y. Il s'adonnait assidûment à l'équitation et à la chasse. C'était un goût qu'il tenait de naissance, car il n'y a peut-être pas un peuple au monde qui, dans ses exercices, puisse égaler les Francs. Il aimait aussi les eaux thermales et s'y livrait souvent au plaisir de la natation, où il excellait au point de n'être surpassé par personne. C'est ce qui l'amena à bâtir un palais à Aix. Aix-la-Chapelle, pas Aix-en-Provence. Aix-la-Chapelle, c'est aujourd'hui en Allemagne. Donc Charlemagne pratiquait parfois l'équitation et la chasse. Bon, on peut mettre vrai ou faux là. On va mettre faux parce qu'on nous dit qu'il s'adonnait assidûment. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire de façon assidue, de façon très régulière. Donc c'est pas parfois. Mais bon, si on a mis vrai, c'est pas très grave. Ici, pour la première ligne. Le peuple des Francs était le plus fort dans ces domaines. Bah oui, c'est vrai. En tout cas, c'est ce que nous dit Éginard. C'est-à-dire ces domaines, c'est-à-dire l'équitation et la chasse. Charlemagne n'aimait rien de plus que la natation. C'est faux. On nous dit pas que c'est ce qu'il aimait le plus au monde. Hein. Il aimait ça, mais c'est pas ça qu'il préférait, on nous le dit pas. Charlemagne aimait l'équitation depuis quelques années, c'est faux, puisque Éginard nous dit que c'était un goût qu'il tenait de naissance, ça veut dire depuis très longtemps, depuis qu'il était enfant. Et il fit construire un palais à Aix pour profiter des eaux thermales de la ville. Alors je rappelle que les eaux thermales, ce sont ces sources d'eau chaude qui était bonne pour la santé, et comme il aimait ça, c'est là qu'il a fait bâtir son palais. C'est vrai, c'est ce que nous dit Éginard, une fois de plus. Sur le document 6 maintenant, alors on a une image, indique où se trouve Charlemagne avec une flèche, et là, bon, vous l'avez tous à peu près vu, hein, c'est le personnage central ici, il semble un peu plus grand, il est au centre, il a des vêtements un peu plus détaillés, qui semblent un peu plus luxueux, et surtout, il a ce qui semble être une couronne sur la tête. Donc, je mets une flèche, voilà. Et puis, alors, explique pourquoi Charlemagne a un cheval et une épée. C'est tout simple. Allons-y. Charlemagne a un cheval et une épée, car alors on va le dire comme ça, il participe lui-même à la guerre. Rappelez-vous, il mesure 1m92, c'est un colosse, il était très fort et il faisait lui-même la guerre aux côtés de ses soldats. Alors maintenant pour le document 7, donc je vais lire le texte, ce texte. C'est la chanson de Roland, c'est un texte anonyme, on ne sait pas qui l'a écrit, qui date du XIe siècle, donc longtemps après la mort de Charlemagne. C'est un texte littéraire, ça nous raconte une bataille dont on sait que cette bataille a plus ou moins existé, mais évidemment, comme c'est littéraire, on rajoute beaucoup d'histoires inventées dans quelque chose qui a réellement existé, qui est une bataille que je vais vous expliquer. Donc je vous la lis. La bataille est générale, le comte de Roland ne se ménage pas. Donc Roland, c'est un comte qui fait partie de l'Empire carolingien, qui obéit à Charlemagne. Il tire Durandal, sa bonne épée, et frappe. Olivier chevauche à ses côtés malgré sa lance brisée. Les uns attaquent, les autres se défendent. Celui qui ne s'enfuit pas, il laisse la vie. Roland voit le massacre des siens et dit « Je vais sonner l'olifant ». L'olifant, c'est une sorte de corps dans lequel on souffle pour faire du bruit. Charles l'entendra et les Francs viendront nous aider.
Il sonne d'une puissante haleine. On en entend l'écho à 30 lieues, à peu près 30 kilomètres. Le roi Charles dit « Nos hommes bataillent », mais Ganelon répond « Il n'y a aucune bataille ». Roland sonne le corps toute la journée. « Pourquoi vous arrêtez-vous » Roland est blessé, il sonne l'olifant avec peine, le roi prête l'oreille et dit « Roland sonne encore ». Le duc Nem répond « Il livre bataille, celui qui vous invite à ne pas y aller est un traître. Armez-vous, sire, jetez votre cri de guerre, vous entendez bien que Roland se désespère. » L'empereur fait sonner ses corps, ses olifants, les Francs s'arment et piquent leurs éperons. Ça veut dire qu'ils utilisent leurs éperons sur leur cheval pour faire avancer leur cheval plus vite. Mais ils ont trop tardé, Roland est couché sous un pin, son temps est fini. Alors, allons-y. Donc, qui est le héros ? Le héros, c'est le comte Roland, qui, vous l'avez compris, à la fin du texte, il meurt. Ensuite, son compagnon, on nous dit dans le texte que c'est Olivier. Voilà. Le traître, parce qu'il y a un traître, celui qui dit non, restez ici, il n'y a pas besoin d'y aller, il n'y a pas de bataille. Eh bien, ce traître, c'est Ganelon. Voilà. Ensuite, le roi, c'est Charlemagne. En tout cas, donc ici Charles. Et l'épée, qui porte un nom. À l'époque, on donnait un nom à son épée. C'est Durandal. Voilà. Alors maintenant, de quoi s'agit-il ? On est ici, regardez où est mon curseur, là, au niveau de la Navarre, et Charlemagne fait la guerre. Alors à qui il fait la guerre ? Dans la chanson de Roland, on ne nous le dit pas précisément. On a longtemps cru que c'était contre les musulmans. Ici, l'émirat de Cordoue, c'était les musulmans qui occupaient le sud, la plus grande partie de l'Espagne. En réalité, c'est pas ça. En réalité, à cette époque-là, Charlemagne était descendu très au sud, avait fait la guerre contre les musulmans, effectivement, avait échoué devant une ville qu'on appelle Saragosse, était remonté, et c'est là que, ici au niveau de la Navarre, il y avait un peuple qu'on appelait les Basques, et ces Basques attaquent l'arrière-garde de Charlemagne, c'est-à-dire la fin de l'armée, celle qui est là pour protéger l'avant-garde et le centre de l'armée. Et ces Basques qui prennent en embuscade l'arrière-garde vont massacrer les Francs, ça va être une victoire basque, un peu une attaque un peu par surprise, et Charlemagne ça va être une de ses rares défaites au cours de son règne. C'est une défaite cuisante puisque son arrière-garde, commandée effectivement par le comte Roland, est détruite. Et puis, alors, est-ce que ça s'est passé véritablement comme ça ? Est-ce qu'il y avait un traître qui s'appelait Ganelon ? Tout ça est probablement inventé, l'histoire de ce traître qui dit non, il se passe rien, n'y allez pas, et puis lui, il souffle, le pauvre Roland, il souffle dans son corps, l'armée n'arrive pas, et il va donc périr, vous voyez, couché sous un pin, il meurt, et son armée est détruite. Donc, et ça ne s'est probablement pas passé comme ça, mais puisque c'est un texte littéraire, c'est un roman, mais en tout cas, il y a bien eu une bataille de Charlemagne contre les Basques, alors que Charlemagne revenait d'une campagne contre les musulmans. Voilà, on passe au document 8. Alors, pour cette carte, qu'ici il faut voir en couleur pour bien comprendre, le royaume de Charlemagne est plus grand en 814 qu'en 768, eh bien c'est vrai, et on va le justifier en disant que Charlemagne agrandit, tout simplement, Charlemagne agrandit son royaume jusqu'à sa mort. On le voit avec le orange foncé et le orange clair. Ici, ce sont les conquêtes de Charlemagne. Donc, il a agrandi son royaume. La capitale de l'Empire est Paris. C'est faux. Paris est une assez petite ville à cette époque-là. La capitale, bien sûr, c'est Aix-la-Chapelle. Voilà. Les États en jaune font partie de l'Empire carolingien, c'est faux. Ils ne font pas partie de l'Empire, même si ils sont dépendants de l'Empire. Ça veut dire que, ici, les peuples qui vivent dans les zones ici en jaune, eh bien, obéissent dans une certaine mesure à l'empereur Charlemagne, mais pas totalement, c'est pas l'Empire de Charlemagne. D'ailleurs, ce qu'il faudrait faire, vous, sur votre carte, c'est repasser en rouge. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais faites-le, si vous ne l'avez pas fait. Repassez en rouge les limites
de l'empire de Charlemagne. Donc tout ici, sauf les territoires en jaune. Les États de Saxe, Bavière et Lombardie ont été conquis avant 768. Eh bien c'est faux, puisque ce sont des conquêtes de Charlemagne. Ils ont été conquis par Charlemagne à partir, et non pas avant, à partir de 768. Donc Saxe, Bavière et Lombardie, ainsi que la Navarre d'ailleurs, sont des conquêtes de Charlemagne. Voilà. Ensuite, il nous reste donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre la correction ou à revenir en arrière. Donc on arrive au document 9. Donc pour le document 9, il faut lire le schéma qui est à droite avant de répondre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Charlemagne tout en haut, empereur couronné par le pape à Rome, le jour de Noël, 25 décembre de l'an 800. Il commande l'armée, il décide des lois, il est tout puissant. Alors, c'est comme l'Empire byzantin. C'est un grand empire et évidemment, Charlemagne ne peut pas contrôler tout seul. Il ne peut pas s'assurer que ses lois sont appliquées partout, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va nommer, c'est là, des comtes et des évêques. Les comtes, alors, petite annexe, petite parenthèse que vous pouvez aussi écrire. Vous avez 3 comtes en français, qui sont 3 mots différents. Le comte avec un M, du latin comnes, qui veut dire compagnon. Donc le comte, c'est au Moyen-Âge un noble, c'est-à-dire quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a un pouvoir, qui n'est pas le roi, mais qui a un grand pouvoir. Et ça vient du latin comnes. Vous avez le comte, c'est O-M-P-T-E, en mathématiques, le compte est bon, 5 plus 3 égale 8, c'est un compte. Et vous avez le compte, c'est O-N-T-E, qui est par exemple le conte pour enfants. Par exemple, Alice au pays des merveilles, c'est un conte avec un N. Donc ne confondez pas conte avec un N, conte MP et conte MT. C'est 3 mots différents. Donc pour en revenir à nos contes, eh bien il y en a 300. Il y a donc 300 comtés. Le comté, c'est le territoire du comte. Et ces comtes, eh bien, ils font beaucoup de choses pour Charlemagne. Ils dirigent leur territoire, bien sûr. Ils appliquent les lois décidées par Charlemagne. Ils rendent la justice. Ils lèvent les impôts et ils lèvent l'armée. C'est-à-dire qu'ils sont en charge de recruter tous les soldats qui iront, à Aix-la-Chapelle pour l'armée de Charlemagne. Ces comtes, donc, on appelle ça des nobles, ils sont puissants, et à partir du règne de Charlemagne, un petit peu après d'ailleurs, eh bien, ces comtes seront comtes eux-mêmes de père en fils. C'est-à-dire que le fils du comte, à la mort de son père, devient comte lui-même. C'est pas encore le cas à l'époque de Charlemagne. À l'époque de Charlemagne, les comtes, c'est plutôt ce qu'on appelle des fonctionnaires. De l'autre côté, vous avez les évêques, qui sont des représentants de l'Église catholique romaine. Ce sont des clercs, ils font partie de l'Église avec un grand E, et leur rôle est de diffuser le christianisme, d'évangéliser, mais aussi de conseiller l'empereur. Ils ont également un pouvoir dans leur région. Vous pouvez rajouter, même vous devez rajouter sous le schéma ici, pouvoir temporel. Les comtes, c'est le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir politique, et les évêques, c'est le pouvoir spirituel, c'est-à-dire le pouvoir religieux. Tout en gardant en tête que au Moyen-Âge, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, ce n'est pas séparé aussi clairement comme ça, comme sur le schéma. Les évêques, avaient aussi un pouvoir temporel, parce que même si ils faisaient partie de l'Église, parfois ils pouvaient aussi appliquer les lois, rendre la justice. Les évêques sont des gens très puissants au Moyen-Âge, et pas seulement, ils n'ont pas qu'un pouvoir spirituel. Mais bon, retenez déjà la distinction pouvoir temporel, pouvoir spirituel. Donc, ces comtes sont nommés, ces évêques sont nommés, en échange, ils jurent fidélité à Charlemagne, et c'est là que l'empire de Charlemagne est administré avec intelligence. Les comtes et les évêques ne sont pas forcément toujours très fidèles. Même s'ils jurent fidélité, il arrivait que des comtes disent non, moi j'obéis pas à Charlemagne, je fais ce que je veux dans mon comté, et si vous n'êtes pas content, venez me chercher,
je suis assez fort et assez puissant pour ne pas vous obéir. Ça arrivait, hein, on ne voulait pas que ces gens-là deviennent trop puissants. Donc qu'est-ce qu'avait fait Charlemagne? Il avait créé ici ce qu'on appelle les missi dominici, c'est-à-dire les envoyés du maître, qui sont des fonctionnaires qui vivent à Aix-la-Chapelle avec l'empereur et qui étaient envoyés régulièrement par Charlemagne dans les comtés, dans les évêchés, pour vérifier que tout allait bien. Donc d'une part, pour vérifier que les comtes étaient toujours bien fidèles à Charlemagne, d'autre part, pour vérifier que les comtes et les évêques appliquaient bien les lois qui devaient être appliquées, qu'ils rendaient la justice correctement, ne commettaient pas d'injustice, vérifier que la population n'était pas trop malheureuse, que les impôts étaient prélevés correctement, etc., etc. Donc, ces missi dominici, extrêmement puissants, plus puissants que les comtes et les évêques, parce que, ces comtes et ces évêques devaient leur obéir, puisque s'ils ne leur obéissaient pas, c'était comme s'ils n'obéissaient pas à Charlemagne lui-même. Les missi dominici représentent l'empereur dans les régions de l'Empire. Donc, allons-y pour ça. Il reçoit le commandement d'une région en échange de sa fidélité à l'empereur. C'est le comte, d'accord? Et le comte, il est là, assis sur son trône, sur un petit trône. C'est un noble, il est fort, il est puissant, il est riche. Pas autant que l'empereur, bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle un noble. De l'autre côté, donc, il se déplace pour transmettre les ordres de Charlemagne et surveille les comtes. Ce sont les missi dominici. Et ces missi dominici, comme ils se déplacent, ils sont représentés ici à cheval. Ce sont eux. D'ailleurs, pour information, ils se déplaçaient toujours par deux. Il y avait toujours un fonctionnaire et un évêque, c'est-à-dire un représentant du pouvoir temporel et un représentant du pouvoir spirituel. Comme ça, en plus, ils se contrôlaient l'un l'autre. Ils étaient toujours par binôme quand ils arrivaient quelque part. Voilà tout, le cours on l'a noté je crois, donc c'est fini pour la correction. Et j'arrête la vidéo ici. À mercredi.